Bonjour Julie, Bonjour. je t'entends bien et visiblement tu m'entends bien. Ça va, ça coupe un peu, mais ça va, j'entends bien. Bon, très bien. Eh Et ben moi, écoute, c'est je te remercie beaucoup. Je te remercie d'avoir répondu présente à l'invitation. Là, du coup, je suis très contente qu'on se rencontre pour la première fois. Donc, moi, je vais me présenter. Je suis Harmonie Sovaki, orthophoniste de formation initiale. J'exerce en périnatalité et je suis aussi co-gérante de Calipeton Formation, un organisme de formation que je co-gère avec une collègue ostéopathe et une collègue masseuse kinésithérapeute. Et du coup, on propose des formations en périnatalité aux professionnels de santé. Et aujourd'hui, du coup, j'ai la chance de te rencontrer et de discuter avec toi d'un sujet que tu maîtrises bien, qui est le réflexe d'éjection dysphorique. oui, tout à fait. Eh bien, super. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton Oui, parcours? super, bien sûr. Du coup, merci de me proposer ce live aujourd'hui. Alors, j'avoue, c'est le premier hein, pour moi, donc donc c'est pas un exercice avec lequel je suis très à l'aise, mais en tout cas, je vais essayer de répondre à cette demande le mieux possible. Donc, du coup, moi, c'est Julie, je suis puéricultrice depuis 8 ans. D'accord. J'ai travaillé principalement dans les services de néonatologie. J'ai fait un peu de pédiatrie aussi, de la maternité et de l'hospitalisation à domicile. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, j'ai eu ma fille et j'avais besoin de repenser mon quotidien professionnel parce que du coup, ça allait pas coller avec ma vie perso. Donc voilà, donc je me suis mis un peu en pause et puis après, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et puis l'allaitement, ça a toujours été quelque chose un sujet que j'ai aimé beaucoup, enfin voilà, avec lequel j'étais très proche dans mon exercice professionnel et que je voulais investir un peu plus. Donc du coup, je me suis formée davantage et j'ai fait la formation de consultante en lactation. Et j'ai Très présenté le bien. concours BCLC en milieu fin d'année dernière. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai obtenu la certification, donc je suis ravie. Et du coup, maintenant, je suis épuère et consultante en lactation. Donc, je mets doucement des consultations en place pré- et post-natales et je continue D'accord. d'exercer mon activité en vacation, en milieu hospitalier. Voilà. Et puis je m'intéresse de près à la formation aussi maintenant, doucement. D'accord. Eh ben, ça fait plein de projets, dis donc. Oui. Eh ben, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, du coup. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser au réflexe d'éjection dysphorique? Oui, bah, complètement un peu par hasard finalement, parce que en fait, dans ma formation de consultante en lactation, donc qui était quand même bien dense, hein, on avait presque 400 Oui. heures de formation, on a traité énormément de sujets en lien avec l'allaitement, on a vu plein d'intervenants qui nous ont transmis plein de choses qui étaient très enrichissantes. Et puis, en fait, on nous a parlé des réflexes d'éjection du lait. Donc, on connaît le réflexe d'éjection fort, d'éjection lent. Et on nous a parlé du réflexe d'éjection dysphorique, mais comme ça, enfin, simplement, sans donner vraiment trop de détails, en l'expliquant quand même, mais sans rentrer dans les détails en termes de prise en charge. Et en parallèle, on nous a proposé d'écrire un article scientifique D'accord. sur un sujet qu'on souhaitait. Donc, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas l'écrire sur un sujet que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, Très bien. voilà. Donc, du coup, c'est comme ça est née l'idée, pour essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Même si c'est un sujet, je tiens à le dire, qui est pas, on ne sait pas tout du RAID. Donc, Oui. encore une fois, il y a des choses que même moi, je ne sais pas parce que scientifiquement, il n'y a rien qui a été prouvé. Donc, c'est que Ok. on s'appuie sur des théories, mais voilà. D'accord. Et ben, du coup, est-ce que tu peux nous aider un petit peu, nous donner une définition ou en tout cas ce que toi t'en as retenu de ce que tu as lu là pour faire ton article scientifique? Donc, je vais essayer d'être la plus simple possible parce que ben, c'est quand même des fois des termes qui sont un petit peu compliqués. Oui. Et puis, l'article qui est rédigé, c'est vrai qu'il était, voilà, il y avait quand même des mots des fois un peu compliqués. Donc, pour faire simple, donc le RAID, ça a été mis en lumière par une dame en 2007. Donc, c'est pas si D'accord. vieux. Du coup, américaine, qui s'appelle, alors c'est Alia Macrina Is, et D'accord. qui a pris, elle, en fait, le RAID comme étant une émotion négative qui s'apparenterait à de la dysphorie, en fait, et qui D'accord. apparaît juste avant le réflexe d'éjection du lait. Voilà. Très Et bien.
suivrait au maximum quelques minutes après le réflexe d'éjection du lait. En sachant qu'on peut avoir un ou plusieurs réflexes d'éjection de lait au cours de la tétée. Et Oui, là, ça se manifesterait soit au premier et c'est tout, soit au premier réflexe et ça se poursuivrait à chaque réflexe d'éjection pendant la tétée. Donc les deux d'accord. peuvent se voir. Voilà. Ok, Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est vraiment des émotions qui sont désagréables, en fait, négatives, vraiment au moment de la mise au sein et qui donnent d'accord. à la maman vraiment l'impression qu'elle aime ben, la mauvaise information, qu'elle aime pas son bébé, qu'elle aime pas allaiter. Et D'accord. voilà. Mais par contre, ce qui est important aussi de souligner, c'est que les émotions négatives qui sont ressenties par la maman, elles sont jamais dirigées contre le bébé. Ça, c'est vraiment quelque D'accord. chose qu'on a remarqué. Euh, c'est pas du tout lié, enfin, c'est pas contre le bébé, c'est vraiment envers l'allaitement. Il n'y a pas de D'accord. sentiment. Ça, c'est important de le dire quand même. C'est pas. Oui, bien sûr, mais du coup, tu vois, ça soulève une question. En fait, j'imagine que ces mamans, elles doivent se sentir tellement ambivalentes, c'est-à-dire que, en fait, en dehors de la tétée, par contre, elles ressentent une profonde envie d'allaiter. On est Oui, d'accord? complètement. Oui. Et c'est ça qui est toute. C'est ça qui est enfin, c'est ça toute la complexité parce qu'en fait elles veulent à tout et d'ailleurs quand on écoute les témoignages de ces mamans on se rend compte qu'en fait est-ce que la totalité enfin au moins 75% des mamans vont au bout de leur allaitement enfin vont au bout en tout cas elles continuent c'est à dire qu'elles subissent leur allaitement parce qu'elles Oui. sont convaincues que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur bébé et Mm. enfin, et elles continuent de vivre cette expérience qui est difficile pour elles et souvent elles Oui. ne disent rien D'accord. parce que cette vitalité va vraiment est plus forte que tout quoi. Oui, et puis j'imagine que ça génère quand même des sentiments un peu, peut-être, on en parlera un peu plus tard peut-être, mais de culpabilité ou de honte, et du coup, c'est Complètement. pas toujours facile à nommer. En fait, en plus, l'incompréhension, j'imagine. Bah, la honte et la culpabilité, ça revient tout le temps. D'accord. Pour celles qui en ont parlé, parce que il faut penser à toutes celles qui n'en parlent pas, parce qu'elles Oui. pensent qu'elles sont le problème du coup, mais elles ne sont pas le problème. Donc du coup Oui. voilà, c'est toute la difficulté. Oui. D'accord. Et du coup, là, tu nous as expliqué un petit peu ce que c'était et quand c'est qui se manifestait. Et en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire la différence entre le RED, le baby blues, la dépression du postpartum? Alors oui, en fait, surtout je vais parler du RAID et de la dépression du postpartum parce que du coup le Oui, baby blues, on peut, voilà, on peut essayer de le relier, enfin, d'une certaine manière, davantage à la dépression du postpartum contrairement au RAID. Moi, ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que le RAID, il a une étiologie physiologique, d'accord. alors que, alors que la dépression du postpartum, ça va être psychologique. Mm. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait comment apparaît le RAID. Donc, c'est pas du tout une cause psychologique, c'est une cause physiologique, ce serait hormonal. Enfin, ça, c'est les pistes qui sont Oui, privilégiées aujourd'hui. Et du coup, ça d'accord. apparaît à un moment T, c'est-à-dire au moment du réflexe d'éjection du lait. Il n'y a pas Ok. d'autres moments auquel ça va apparaître. Et Mm. alors que la dépression du postpartum, alors je ne suis pas une spécialiste de la dépression du postpartum, mais c'est quand même dû à une combinaison de facteurs euh, qui, vont, qui vont expliquer l'état de la dépression, donc le Oui, surmenage physique, psychologique, l'envie, enfin, ça n'a rien à voir en fait avec le RAID. Par contre, une maman qui est en dépression du postpartum peut présenter un RAID. Et du coup, c'est là où il faut faire attention et vice versa en fait. L'un peut oui, induire, enfin, voilà, c'est pas le dépression du postpartum qui fait suite au RAID ni l'un ni l'autre, mais en fait, par oui. contre, les deux peuvent être peuvent apparaître en même temps. Enfin, l'un ne Ouais, va pas forcément, enfin, je sais pas comment expliquer, mais exclure l'autre. Non, mais moi, j'ai bien compris ce que tu veux dire, Julie. En fait, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Ils peuvent être tout à fait associés, en fait. Deux facteurs associés. mm, Et l'un ne cause pas l'autre aussi, surtout, tu sembles dire. oui, complètement. C'est ça. Ouais. Donc il faut être vigilant. En fait, c'est un point de vigilance, mais j'y reviendrai après. Mais c'est un point de vigilance à avoir. Du coup, une maman qui est en dépression du postpartum, faut pas. Le danger aussi, c'est de peut-être la ranger dans la case. Bon, bah, elle fait une dépression du postpartum, ce qui en soi, voilà, n'est pas une honte Mm. du tout. Mais, il faut aussi penser que peut-être il y a un rêve derrière dans ce Bien qu'elle sûr. décrit. D'où l'étayage de la situation Mm. qui est très. Voilà. Oui, et puis du coup, finalement, tu vois,
un intérêt aussi à porter sur cet allaitement et aussi, j'imagine, l'importance de l'anamnèse du coup fait par le professionnel de santé pour aller, voilà, avec des questions précises en fait, mieux maîtriser la situation d'allaitement et du coup aller vers le bon diagnostic. Et oui, puis aider la maman à mettre des mots parce qu'en Oui. fait, enfin, il suffit pas de juste, enfin, je sais pas comment dire, mais l'étayage peut prendre vraiment du temps parce que parfois il faudra poser 5 fois la question pour qu'au final on ait une réponse Oui. qui soit vraiment cohérente avec ce qu'elle ressent parce que même elle, des fois, elle a du mal à l'exprimer, quoi. Donc, À voilà. Ça, définir, bien sûr. voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment issu de beaucoup de témoignages que j'ai eu de maman, Ok. à la fois des témoignages écrits, mais des témoignages vocaux aussi. Mais pour ma part, je n'ai pas accompagné des mamans sur le long terme qui ont un RAID parce que c'est pas encore quelque chose voilà, qu'on voit énormément, hein. Donc, Et du coup, j'imagine que comme c'est peu documenté dans la littérature, pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres vraiment sur le nombre de mamans concernées. alors, dans ce que j'ai trouvé, en tout cas, on estimerait 6 à 9% des mamans, Ah ce oui, qui si, est quand même. c'est énorme. Oui. C'est énorme et du coup, bah, voilà, ça empiète un peu sur ce que je peux dire après, mais c'est vrai que 6 à 9%, moi je me dis, après ça c'est vraiment personnel, mais voilà, toutes les sages-femmes font la démarche de prêter attention à la dépression du Tout postpartum, à fait. voilà, en comme immédiat, Mm. parce qu'on parle, je crois, de 10 à 15% des femmes, enfin, je ne sais plus exactement le chiffre pour la dépression du postpartum, mais 6 à 9 pour le RAID, bah, ça mériterait peut-être en systématique de se poser la question, en fait, quand on va voir une maman, de se garder dans un coin de sa tête et d'ouvrir le tiroir en se disant, bah, est-ce que elle Mm. est concernée ou pas, en fait. Bah, surtout si on a une plainte, en tout cas, au début, tu vois, au début de l'initiation de l'allaitement en postpartum, si, voilà, si elle nous transmet déjà quelque chose de négatif autour de ça, effectivement, ça serait tout à fait pertinent de fouiller. Et puis, en fait, on se rend compte aussi que les sages-femmes abordent la dépression du postpartum avec un questionnaire que je trouve relativement rapide, en fait. L'échelle, là, qu'elle nous propose, elle n'est pas forcément très longue, en fait, à mettre en place. Donc, on peut effectivement envisager que les professionnels de santé en postpartum consacrent un petit temps euh, à la recherche éventuellement d'un RAID, comme tu dis. Bah oui, c'est une piste, je me dis ce que ça peut donner, mais il faudrait peut-être réfléchir à un support, du coup, pour ça. Super, merci Julie. Et du coup, donc tu nous parlais des hypothèses physiologiques. Est-ce que tu peux nous dire éventuellement quelles hormones sont en jeu là-dedans? Est-ce qu'on sait enfin, est-ce qu'on peut préciser les pistes hormonales? Alors, c'est assez complexe, donc j'espère que je ne vais pas me perdre là-dedans, mais en fait, il y aurait deux pistes actuellement qui sont privilégiées D'accord. hormonalement, la piste de l'ocytocine et la piste de la dopamine. Alors, Ok. c'est quand même complexe, mais pour essayer de faire simple, donc l'ocytocine, c'est l'hormone qui est post-hypophysaire qui permet le réflexe d'éjection du lait. Et en fait, quand le bébé stimule le mamelon de la maman, la réponse, c'est la sécrétion d'ocytocine en grande quantité. Et après, de façon, donc ça c'est dans un premier temps, et après de façon pulsatile au cours de la tétée. Voilà. Oui. Et cette sécrétion d'ocytocine pendant toute la tétée, bah, une réponse émotionnelle positive, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Oui. La sécrétion d'ocytocine, ça véhicule quelque chose de positif chez la maman. Voilà. Et là, dans ce cas-là, en fait, ça produirait une réponse émotionnelle négative. Alors, D'accord, donc c'est l'hormone du plaisir, mais finalement, elle jouerait pas du tout ce rôle-là, en fait, chez certaines mamans. voilà, elle ne jouerait pas ce rôle-là. En fait, elle en ferait plutôt une émotion négative parce qu'en fait, c'est la réponse au stress qui serait biaisée et ils font le parallèle avec la Ok. Oui. parce que j'ai eu un appel, pardon, du coup j'ai coupé. Dans la situation du stress post-traumatique qu'on retrouve en fait. C'est la réponse qui est biaisée et du coup au lieu de donner une information positive, bah, c'est une information négative qui en résulte. Ok. Voilà. Donc ça c'est et du coup l'enjeu de la prise en charge pour ces mamans-là, alors on peut pas savoir vraiment d'où ça vient, mais ce serait de permettre de verbaliser les émotions négatives qu'elle ressent, d'identifier tous les facteurs qui favorisent pour elle la situation parce que les facteurs pour l'une ne seront pas les mêmes que Oui. pour l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de
c'est pas tout le monde dans le même panier. C'est vraiment chaque reine va avoir une prise en charge différente. Et du coup, pour aussi lui permettre, il parle beaucoup des associations de pensée, du coup, en lien Ouais. avec l'ocytocine, arriver à faire des associations de pensée qui soient positives plutôt que négatives. Ça, c'est le côté ocytocine, mais c'est quand même assez complexe. Et après, il y a la dopamine. Alors, la dopamine, c'est pareil, c'est une hormone. Et c'est un neurotransmetteur également. Et qui véhicule la sensation de plaisir, la sensation de positivité, de moments agréables. Voilà, donc elle est responsable, Ok. elle entraîne ça, la dopamine. Euh, et en fait, quand la maman va avoir le réflexe d'éjection, l'ocytocine va augmenter. Oui. Et du coup, quand l'ocytocine augmente, la dopamine chute. Mais elle chute D'accord. assez brutalement. Mais ça, c'est chez tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Encore une fois, voilà, moi, je rapporte aussi de lecture, hein, parce que Tout à voilà, c'est fait. mais du coup, vu que tous les humains, on ne réagit pas pareil aux variations hormonales, on Mhm. partirait du postulat que ces mamans-là ont une sensibilité qui est complètement différente à la chute dopaminergique et que du coup elles répondent comme ça, en fait. Ouais, c'est Ouais, l'effet inverse que ce qui est attendu qui se produit finalement. exactement. Ok. Voilà. Donc, c'est les deux hypothèses qui sont privilégiées. Après, il y en a d'autres, mais il n'y a rien de. Voilà. Ok. Eh ben merci Julie pour ces explications scientifiques. Tu t'en es très bien sortie, on a bien compris. Et du coup, si on va plutôt du côté des symptômes et du diagnostic aujourd'hui, si on est jeune maman, en fait, comment on pourrait identifier qu'on souffre éventuellement d'un RAID? Quels symptômes, quels signaux tu nous dirais auxquels il faut prêter attention? Alors, les symptômes qui sont principalement. Alors là, c'est pareil. Je pense que plus on va s'y intéresser, plus on va écouter les témoignages, plus on va étoffer aussi la liste des symptômes. Parce Oui. qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu réducteur de dire voilà la liste des symptômes, parce que, enfin, pour moi, on n'a vraiment pas encore fait le tour du sujet, quoi. Donc, Mm. moi, je peux rappeler ce qui est le plus souvent dit. Donc c'est vraiment l'anxiété, les pleurs, la sensation d'avoir l'estomac noué, les douleurs D'accord. aussi. Les douleurs reviennent, c'est aussi physique, c'est D'accord. pas ressenti. Les nausées aussi, parce que l'estomac noué, souvent les mamans peuvent être un peu nauséeuses. Ouais. Euh, et alors, aussi des idées noires. La D'accord. pression des tétés, parce que en fait, elles décrivent qu'elles ont des idées noires, des idées de désespoir. Et il y en a même qui, dans les cas les plus graves, parce qu'il y a quand même des degrés, hein, il y a même des idées suicidaires qui ont été rapportées, mais c'est pas du tout. Ok. Enfin, il n'y a pas besoin d'en arriver là pour dire qu'on a un raid, hein, attention, hein, même. Mm. Parce que c'est ça en fait aussi que les mamans, il faut absolument qu'elles entendent et j'espère que c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une liste longue comme le bras en fait, ne serait-ce qu'un petit inconscient. Ça c'est valable pour tout en fait. L'allaitement, ça doit être quelque chose de confortable. Ouais. Voilà, donc il faut passer avec quelque chose qui est inconfortable. C'est super important. Et voilà. Et Donc, peut-être aujourd'hui, tu vois qu'on met beaucoup l'accent sur le confort physique de la maman pendant l'allaitement, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fait que ça ne doit pas faire mal, mais en fait, on ne parle pas assez peut-être du confort psychologique et psychique finalement. mais parce qu'elles prennent sur elles, elles prennent Mm. et puis parce que bah, je sais pas, on met la barre aussi très haute aussi, puis on oublie que la maman. C'est ça, en fait, les projets d'allaitement, il faut qu'ils soient menés, il faut que la maman soit convaincue aussi de sa démarche et qu'elle se sente à l'aise avec la démarche qu'elle fait et qu'elle aime, voilà, que ça lui corresponde en fait, parce que sinon l'allaitement, il sera pas forcément mis en échec immédiatement parce qu'on a quand même Mhm. des moyens de compenser, mais à moyen terme, ça va lui porter préjudice et puis à l'enfant aussi d'une certaine manière. Donc c'est pas une bonne idée, voilà, de garder pour soi. Mais je pense qu'aussi il y a la pression sociétale avec l'allaitement, bien, voilà, qui. Oui, et du coup, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a eu des hypothèses de soulever avec, on parlait de dépression du postpartum, mais le surmenage en fait, tu sais, le surmenage, je dirais du quotidien finalement de la maman qui est au début de son postpartum et qui commence son allaitement maternel, tu vois, vraiment cette charge mentale qui est importante et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une conséquence du coup de ces émotions qui sont déjà un peu négatives? Non, pas forcément. Ben, en lien avec, je pense pas que, alors je D'accord. pense
une charge mentale élevée ou les symptômes ou que les facteurs de la dépression du postpartum peuvent entraîner un Ouais. RED. Parce que je Ok. pense vraiment, enfin, vraiment une cause physiologique et du coup, c'est Oui. vraiment Hormonal. ouais, donc je pense pas. Mais Ok. après, je sais pas. Hein. Non, non, mais très bien. Mais c'est intéressant de le soulever. Oui, oui, tu l'as dit tout à l'heure. De toute façon, le premier élément est quand même hormonal et physiologique. Et ça entraîne par contre des symptômes psychologiques. Ok, super. Bah, tu nous as parlé un petit peu du type d'émotions négatives qui sont les plus souvent rapportées. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque chez les mamans qui présentent Des un facteurs, RAID? à ce jour, on en a. On Enfin, n'en a moi, pas? j'en ai pas lu des facteurs de risque. Il doit peut-être y avoir des choses hormonales. Oui, Alors, avec une collègue de formation, Céline, qui se oui, reconnaîtra si elle écoute, on en a parlé de ça parce que dans l'article qu'elle a écrit, on s'est posé cette question. Et en fait, on d'accord. s'est demandé. Alors, c'est un peu. En fait, il est question de l'ocytocine, de la réponse euh, au stress post-traumatique, Mm. enfin que ça ressemblerait à la réponse qu'il y a dans le stress post-traumatique, on s'est demandé si les chocs émotionnels Mm. antérieurs pourraient peut-être expliquer, euh, pourraient peut-être être un facteur, Aggravant, enfin, finalement. Ouais. voilà, d'apparition du RAID après. Parce que est-ce que chez les mamans qui ont eu un choc émotionnel et qui ont peut-être eu ce chante, là, enfin, ça a chanté, ça a biaisé au niveau de la réaction émotionnelle au stress, est-ce que du coup, Oui. ben, ces mamans-là, alors dans le questionnaire que j'avais fait passer, clairement, la majorité, enfin, il y en avait une grande majorité qui déclarait avoir vécu un choc émotionnel de type D'accord. violence conjugale, décès, Ok. voilà. Après, je n'affirme rien du tout. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, moi, par contre, ce que ça m'évoque, c'était plutôt sur le côté médical. Tu vois, je m'interroge sur toutes les mamans diabétiques ou qui sont suivies en endocrinologie finalement, qui ont déjà, tu vois, des prédispositions peut-être hormonales qui sont pas favorables, qui ont des traitements. Et ben, tu vois, ça serait intéressant de savoir aussi un petit peu, elle, comment ça se passe finalement, l'allaitement maternel. Oui, complètement. Mais ça, je pense Mm, qu'il y a plus de choses. C'est très intéressant ce mm. que tu. Je pense que, ouais, à creuser. Mais Bien encore une sûr. fois, avec des Mm. personnes qui n'affirment rien. Mais bon, voilà. Super, merci Julie. Et aujourd'hui, du coup, bah, tu nous l'as un petit peu dit, mais peut-être on peut le redire. Quel impact, en fait, finalement, sur l'allaitement et surtout sur la relation mère-enfant? Alors ça, c'est pareil, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il n'y a pas forcément, il faut pas que ces mamans elles culpabilisent, Mm, donc il n'y a pas nécessairement un impact sur le bébé, il faut pas dire ça, hein, mm. surtout pas à mon sens, parce que les mamans elles prennent aussi beaucoup sur elles et que oui Oui, les bébés sont des éponges, mais je veux pas non plus, ce serait horrible que de leur faire porter en oui, plus ça sur les épaules parce que ça se trouve il n'en est rien et que le bébé, voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, le but c'est pas de les enfoncer non plus et justement de les rassurer et de leur dire que tout va bien, que ça va aller et qu'on va s'en occuper et que le bébé, voilà, il va pas avoir de séquelles du raid, quoi, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que moi je pense que la maman elle a beaucoup plus de mal à investir son allaitement comme elle le ok, souhaiterait et en oui, profiter pleinement. oui, Et du coup, bah, la relation avec le bébé, forcément, elle est un peu mise en difficulté, bien que la maman, elle compense largement, mais elle est quand même en souffrance physique. Si elle a des douleurs, elle est en souffrance psychologique, parce que, ben, de rien, ça lui demande quand même beaucoup. Et du coup, bah, elles subissent les tétés et en fait, elles se rendent responsables de la situation parce qu'elles en fait, elles disent oui, toutes, un, j'ai honte, deux, je suis coupable, trois, de toute façon, je suis le problème, mm, c'est moi le problème. Donc, je suis responsable. Et voilà, donc je pense que inévitablement, ça conduit à. Il y a des difficultés, mais alors est-ce oui. qu'elles ont des difficultés à être dans une relation avec leur bébé? Je pense pas. Par Non, contre, elles, d'accord. ça les met en difficulté. Et clairement, une maman qui est en difficulté, le quotidien, voilà, c'est. Je pense C'est qu'elle difficile. va majorer la culpabilité où elle va se dire, mais je profite pas comme autant que je voudrais de mon bébé parce que Oui. je suis tout le temps parasitée par mes émotions désagréables, c'est insupportable en Mm. fait. Bah, bien Il doit y sûr, surtout au début du postpartum, quand les tétés sont à 10, enfin, à un nombre de 10 ou 12 par jour, mais c'est énorme, en fait, finalement. Mais c'est Et, ça, quoi. Oh ouais, non, c'est reparti, quoi. Elles le disent ouais, toutes. Oh ouais. non. Et j'avais une question, mais mince, elle est partie.
Euh, Alors, attends, je réfléchis. Oui, si, j'allais te demander. Et par contre, en termes de conséquences sur la lactation, on n'a rien repéré. C'est pas des mamans qui ont une baisse de lactation, c'est un allaitement qui se met quand même globalement bien en route, en fait. Oui, complètement. Enfin, en Ok, tout cas, j'ai pas eu du tout de mamans qui m'ont dit j'ai arrêté parce que j'ai une baisse de la lactation. Celles qui ont arrêté, c'est d'accord. parce qu'elles ne pouvaient plus. Mais il y en Ok, a pas. ok. Et quelle piste de prise en soin on a là actuellement pour ces mamans? Alors, honnêtement, il n'y a rien qui est écrit, ou en tout cas, j'ai pas trouvé. Disons D'accord. qu'il y a des axes, c'est toujours les mêmes axes qui reviennent. Après, je pense que ce serait super de donner, d'étayer la prise en charge et de vraiment donner des axes qui soient clairs pour les Mm, professionnels de santé, parce que ben, on va pas tous aller lire des revues, aller trier les mm, informations, etc. Mais déjà, en termes de prise en charge, je trouve, enfin, dans les témoignages que j'ai reçus, les mamans chez qui tout simplement, on pose les mots en mm, disant c'est peut-être un raid en fait, et qui mm, font la recherche. Déjà, rien que ça, sur les formes qui sont mineures, hein, pas les formes majeures, mm, hein, enfin qui sont graves, ça suffit à déjà se dire ok, j'ai ça. Donc en fait, déjà, je suis pas folle, parce que c'est oui, souvent ça, complètement folle quoi. Donc en mm, fait, maintenant, je suis pas folle. Déjà, je vais mieux. En fait, je pense que ça, je sais pas si on est beaucoup comme ça, mais quand on a un diagnostic qui est posé, on se dit non mais voilà, c'est comme les douleurs dans une jambe, quand on nous dit qu'on a une hernie oui, discale, on dit, ah bah chouette, enfin, ils ont oui, trouvé, ils ont trouvé tout ouais. de suite, voilà quoi, enfin, le parallèle il est On nul, mais c'est expliquer le raccourci qu'on peut on faire, n'invente pas les douleurs, quoi. invente pas quoi, enfin j'ai quelque chose et Mm, c'est dans ma tête, donc voilà. Donc la majorité, il y a plein de mamans qui ont dit que rien qu'on leur ait dit, voilà ce qui vous arrive, ça les a énormément mm, aidées. Donc oui, rien que ça a pu suffire. Et après, ben, ce qui revient régulièrement, c'est limiter la charge mentale de la maman, oui, favoriser les situations relaxantes, les situations qui ne sont oui, pas stressantes et oui, mettre le cerveau au repos. Parce qu'ils disent que l'hyperactivité du cerveau, le surmenage, vraiment, oui, ça entretient aussi ce phénomène. Et vraiment de prendre le temps de discuter avec elles des petites choses qu'elles ont repérées qui aggravent la situation pour essayer du coup de changer les habitudes, de faire mm, différemment. Alors, il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein. L'utilisation des écrans. Donc, les mamans, elles se ouais, focalisent. L'objectif, c'est de détourner l'attention de la tétée. Donc là, en fait, je suis en train de subir mon allaitement. Donc, je dévie mon attention parce que sinon, je suis focalisée dessus et c'est de pire en pire. mm, Donc, du coup, elles regardent mm, des séries, elles regardent leur téléphone, elles écoutent de la musique. Il y en a beaucoup qui mangent, qui boivent, d'accord, qui mangent. Elles disent, bah, le fait de manger, bah, je pense à autre chose, qui se ouais, focalisent sur leur bébé en essayant de vraiment être, quand elles y arrivent, hein, voilà. Donc d'accord, ça, vraiment décentrer l'attention, en fait. ok, Changer, euh, voilà, je, je suis focalisée sur mes sensations désagréables, mais j'essaye de décentrer ouais, mon attention. Et après, je pense que l'autre axe, c'est le soutien émotionnel pour ces mamans-là. ouais, mm, Euh, et du coup, bah, parce elles sont complètement, bah, on les écoute pas, ou peu. Et quand elles prennent le temps d'essayer d'ouvrir la porte, et ben, des fois, on leur ferme. Des fois, elles saisissent pas la perche non plus parce que c'est pas le moment ou parce que le bébé se met à pleurer ou je ne sais quoi. mm, Du coup, c'est vrai que pourquoi pas en groupe aussi parce qu'il y a plein de mamans mm, qui ont trouvé refuge sur les réseaux sociaux, oui, qui postent des messages sur les groupes Facebook, les groupes, enfin tous les réseaux sociaux en disant voilà ce qui m'arrive, elles ont trouvé la réponse comme ça. Et bien en fait, sûr. de parler avec une maman qui vit la même chose, et ben Mm. ça les a changés quoi. Et Ouais, la parole des pères, bien sûr, les groupes de pères. groupe de soutien. Et ça, je pense que ça Ouais, marche super bien dans le cas du RAID, parce que vu que les oui, professionnels sont encore pour l'heure peu sensibilisés, et c'est pas notre faute, parce que je m'inclus là-dedans, hein, clairement, moi oui, j'y oui, connaissais bien sûr. rien. Et ben du coup, c'est vrai que quand même les réseaux, pour ça a du bon. C'est pour ces Ouais. Et tu vois, moi, ça me fait penser à quelque chose là de t'entendre. Tu as parlé stress et en fait, moi, du coup, je m'interroge sur la ventilation. Tu vois, la ventilation nasale aussi pendant la tétée finalement. On nous en a parlé, tu vois, moi aussi, je suis en cours de formation là pour l'IBCLC que Ouais, j'espère que je pourrai passer en septembre. Et en fait, on nous a parlé de l'importance de la ventilation nasale et de la respiration abdominale de la maman. Et tu vois, peut-être effectivement que de se focaliser là-dessus aussi pendant la tétée, ça peut aider à réfléchir.
Mais c'est une super. Ben, en soi, ça peut pas faire de mal, déjà, je Ouais. pense. Et c'est une super idée. Et puis, c'est peut-être un moyen naturel. Peut-être que j'ai entendu, alors ce matin, un témoignage d'une maman qui a parlé d'hypnothérapie. Et qui... D'accord. Donc, en fait, ça se relie un peu à ce que tu dis, hein, la sophrologie, Oui. l'hypnothérapie, voilà, des méthodes où vraiment on prend le temps d'écouter ce qu'on. Mm. Voilà. Et elle, ça avait super bien marché pour elle, sur son quatrième enfant, après avoir subi 3 D'accord. allaitements Ah avec oui, un parce aide. que du coup, pour le coup, elle était touchée sur tous ses allaitements. Ouais. Ok, On est rendu compte au troisième et du coup d'accord. quatrième, c'est tout en place. Ouais. Ok. Eh bien, merci Julie, c'est hyper intéressant. Du coup, on a débordé un petit peu là. Je suis plus C'est trop le pas trop grave. de nos questions, mais c'est pas très grave. Moi là, pour terminer, parce qu'on va bientôt devoir clôturer, est-ce qu'on aurait un ou deux, enfin, on a ton article éventuellement à lire si tu veux bien nous partager. Et est-ce que tu aurais d'autres références à nous proposer, des podcasts ou un livre en particulier qui parle un petit peu de ce sujet-là? Parce que je n'en ai pas trouvé. Si ce n'est, j'ai entendu quelques témoignages sur des vidéos que j'ai trouvées sur Internet, mais pas sur des podcasts D'accord. en particulier. Ok. Et après, ben, c'est des articles, c'est uniquement des articles, des articles. Dans les bouquins, actuellement, je n'ai rien trouvé non plus. Ok. Moi, vraiment, j'ai puisé ma source sur des bibliothèques américaines Oui. où j'ai traduit des articles, en fait. Alors, Ok. il y a pas mal d'articles qui ont été repris par la Lecce League, Ok. notamment, entre autres, et qui ont été résumés aussi, qui ont été reformulés, enfin, en français, quoi. Mm. Voilà. Euh, non, franchement, pour l'instant, il y a pas énormément Ok. d'ouvrages là-dessus. Et bah du coup, si tu veux bien nous partager ton article, éventuellement, je pourrais le mettre sur le blog du site de Calipeton à la suite de l'interview d'aujourd'hui. Et éventuellement, pour une dernière question pour la minute qui nous reste là, aujourd'hui, comment tu penses qu'on pourrait améliorer la sensibilisation et l'information auprès des professionnels de santé sur ce sujet-là? Je pense que bah, déjà, c'est bien parce qu'il y a tout à faire finalement. Donc, Oui. ça ouvre le champ des possibles en fait. Oui, bien sûr. Euh, Et bah, je me dis que ceux qui ont rencontré la situation, déjà ceux qui sont documentés sur le sujet aussi, pas hésiter peut-être lors des conférences, des colloques sur la périnatalité, dans le parcours des 1000 premiers jours, pas forcément sur des Mm. interventions uniquement sur l'allaitement, mais juste d'en dire un petit mot en fait parce qu'en fait moi je me rends compte qu'on a attisé ma curiosité avec peu Oui, là-dessus et les personnes, les professionnels qui, bah, voilà, qui sont investis là-dedans, rien que d'entendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, d'eux-mêmes, ils vont aller chercher des infos et on commence à bien sûr. trouver des choses. Il commence à y avoir des témoignages de plus en plus importants, etc. Donc peut-être pas hésiter à en parler entre nous, même en tant que professionnel. Moi, j'en parle aussi à mes collègues. Voilà, avec des petites choses, on peut arriver à construire quelque chose, je pense. Mais voilà, surtout sans parler. Voilà, des publications, écrire des articles, Oui, oui, même si on ne détient pas la vérité. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que on marche aussi encore sur des œufs, quoi. Voilà. bien sûr. Donc, bon, ben, c'est pas forcément une vérité absolue et il y a certainement plein de choses encore à comprendre dans le RAID. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Julie, pour toutes ces explications. J'ai appris plein de choses. Je t'ai trouvée très à l'aise, rassure-toi. Je pense que les gens qui nous ont écoutés, qui nous écouteront, penseront aussi la même chose. Ah, mon Voilà, chouchou. D'accord. Je te remercie en tout cas voilà, pour toutes tes explications, d'avoir un petit peu étayé grâce à tes recherches les questions qu'on peut aujourd'hui se poser sur le RAID. Et je te retrouverai éventuellement avec grand plaisir sur un autre sujet autour de l'allaitement maternel si tu es partante. Oui, avec plaisir. Eh ben super. Eh ben je te souhaite une bonne Ouais. après-midi et je te remercie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.